Au regard de la phrase «L'abolition du salariat n'est pas le remplacement de l'homme par la machine, mais la transformation humaine de l'activité humaine au moyen des machines», donc au regard de cette phrase, est-ce que on peut dire que la robotisation, l'automation, le machinisme sont par essence antinomiques à la société de classe, au sens où ils rendent inutiles les prolétaires? Et donc, est-ce que ces processus de robotisation positionneront les conditions objectives de l'auto-émancipation humaine? Alors, le robot et la machine ne sont pas contradictoires au travail humain aliéné. Ils sont contradictoires dans la loi de la valeur, mais ils ne sont pas contradictoires en termes d'existence. Ils sont au contraire pleinement complémentaires en termes d'existence. Et il faut rappeler à vos auditeurs que Marx est le premier à avoir, dans le Capital, dans les Grundrisse, et en particulier dans le 6e chapitre inédit, fait une parfaite œuvre de préfiguration du monde robotique et cybernétique. C'est-à-dire que Marx commence à écrire en 1844, il y a un développement machinique, mais qui est très limité, et il travaille en particulier sur le développement machinique du textile, mais il anticipe, parce que justement, en tant qu'expression des mouvements humains les plus radicaux, sa pensée théorique est l'expression du mouvement pratique le plus radical, il entrevoit et il préfigure particulièrement bien, de manière méticuleuse, tout l'ordonnancement robotique du temps contemporain. Le robotisme, il doit s'analyser au niveau du capital total. Le capital, c'est une unité mondiale. Et cette unité mondiale, en tant que tout, ne doit pas se confondre avec la somme de ses parties. Il y a donc des capitaux particuliers et le capital mondial. Si certaines zones particulières de capitalisation ont recours à la robotique et à la machinerie, d'autres, au contraire, continuent d'avoir un recours systématique à la main-d'œuvre humaine aliénée. Donc, le tout du capital n'est pas robotique. Des secteurs entiers le sont et d'autres ne le sont pas. Et les secteurs entiers robotiques sont robotiques, mais ils sont robotiques dans l'histoire. Ils ne sont que du travail accumulé humain. C'est le travail humain qui produit de la valeur, c'est le travail robotique qui transmet par le mouvement de production la valeur que le travail humain qui l'a créé a congelée dans les machines. Mais quand je vois une machine, dit Marx, je vois du sang, je vois des larmes, je vois l'effroi de millions et de millions de gens qui, dans la longue durée historique, ont été écrasés, exploités. Cette gigantesque machine-là qui coûte des millions et des millions, elle n'est pas arrivée ici par prestidigitation. Elle est arrivée parce qu'il y a eu tellement de travail humain accumulé qu'à un moment donné, ce travail humain accumulé a pu être reconverti en travail mécanique. Mais la machine, c'est le sang des humains qui, pendant des siècles et des siècles, dans l'accumulation de la valeur, ont permis de l'organiser et de la matérialiser là, sous la forme présente. Alors maintenant, il y a tout le problème de la baisse du taux de profit. La baisse du taux de profit, c'est la loi cardinale du mode de production capitaliste. C'est comprendre la contradiction dialectique qui fait que, alors que seul le travail humain exploité produit de la valeur, le capital est cependant obligé et contraint de constamment recourir à un travail machinique. Il est obligé de recourir à du travail machinique qui n'est que du travail humain cristallisé. La machine, c'est du travail humain cristallisé. C'est parce qu'il y a de la plus-value humaine que je peux la reconvertir en travail machinique. Mais le travail machinique, une fois qu'il a épuisé le stock de travail vivant coagulé en lui, il atteint l'usure et il tombe. Donc, même le travail machinique, qui est du travail humain cristallisé, est du travail humain. C'est du travail humain métamorphosé. Donc, tout est travail humain, même la machine, même le robot. Mais plus j'utilise de robots, plus je peux vendre vite, plus je peux vendre moins cher. Mais comme c'est le taux de profit résulte du travail vivant, du travail humain, mon taux n'arrête pas de baisser. Donc, je suis constamment obligé de vendre plus, d'augmenter ma masse. Et j'ai cette loi cardinale que Marx positionne, que Rosa Luxembourg va reprendre, c'est-à-dire la loi de saturation des marchés. Et quand le marché est saturé, on ne peut plus vendre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, beaucoup de crédit, mais le crédit, ça ne fonctionne pas à l'infini, parce qu'à un moment donné, il bute
sur les conditions physiques de la reproduction de son ordre chimérique, le crédit est impossible, ou alors il y a la guerre. Je détruis tout et je recommence à zéro. Mais le crédit et la guerre, ou le terrorisme, qui n'est qu'une des formes contemporaines de la guerre, ce sont des champs d'illusion qui repoussent les échéances. Parce que je rebute toujours sur la baisse du taux de profit à un niveau plus lourd, à un niveau plus fort, à un niveau plus impossible. Et il y a donc nécessairement un moment où le capital, parce qu'il est baisse du taux de profit et que la baisse du taux de profit est la loi de sa vie, et que sa loi de sa vie est la loi de sa mort, plus le capital se développe en capitalisme intégral, plus il développe l'intégralité de ce qui va le faire mourir, plus il rend impossible la contradiction interne à la baisse du taux de profit, et plus la dialectique valorisation-dévalorisation se rend impossible. Et à ce moment-là, effectivement, on arrive à la crise terminale du capital vers laquelle on tend, c'est-à-dire que toutes les auto-présuppositions de la valeur, tout ce qui rend possible le mouvement de possibilité du capital, s'impossibilise. Alors, en fait, justement, bon, cette analyse-là, en fait, on va dire que c'est du point de vue de la lutte des classes, mais en fait, j'aimerais bien que vous alliez plus loin, en fait, parce que j'aurais voulu votre analyse du machinisme du point de vue de ce qu'on appelle l'Aufhebung, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de pratiques capitalistes aujourd'hui qui servent à nous asservir, mais dans une trajectoire d'émancipation humaine, on va réutiliser d'une autre manière plein de choses, et donc justement le robotisme, est-ce qu'en le conservant et en le dépassant, ça pourra être un moyen de transformer l'activité humaine, quoi. Ben, évidemment. Je veux dire que le problème de l'Aufhebung, il est décisif, parce que, bon, alors, pour être simple vis-à-vis de vos lecteurs, enfin de vos auditeurs, l'Aufhebung, c'est un concept à la fois hegelien et marxien, mais qui renvoie déjà au présocratique, parce que c'est quelque chose qu'on trouve déjà chez Héraclite. Pour faire simple, la dialectique de l'Aufhebung, c'est la dialectique de la conservation des passements. La dialectique de la conservation des passements, c'est la dialectique par laquelle, historiquement, quelque chose est conservé, mais subsumé dans une forme supérieure, entre guillemets, sur le terrain de Hegel et de Marx, dans une forme de désaliénation totale. Par exemple, l'informatique ou le robot. L'informatique et le robot font partie de la dialectique industrielle d'asservissement des hommes dans le cadre de ce que la loi de la valeur, pour perpétuer le capital, a mis en mouvement. Donc on a créé des ordinateurs, on a créé des robots, parce que la baisse du taux de profit le rendait nécessaire. Mais quid de tout ça demain dans une communauté humaine? Ben, c'est très simple. Dans la communauté humaine, qui est une commune, la communauté humaine universelle est une fédération mondiale de communes à petite échelle, donc à échelle humaine, à échelle cosmique de réalité. Il n'y a plus de mégapoles de 10 millions d'habitants. On fait péter les mégapoles de 10 millions d'habitants et on retrouve un espace-temps qui correspond à la joie humaine des communes premières. Les communautés, dans la communauté organique du communisme primitif, ce n'est pas des regroupements de millions d'individus, c'est des regroupements de centaines ou de milliers d'individus. Et même dans la communauté universelle, cette petite entité, cette moyenne entité, fait partie consubstantiellement des nécessités humaines. Dans le cadre d'une vie humaine qui reproduit l'humain, on ne peut pas imaginer des concentrations urbaine de 20 millions d'habitants. Ça n'a pas de sens, c'est anti-humain. Donc la commune universelle détruit les villes et détruit les campagnes. Il n'y a plus la division ville et campagne, de la même manière qu'il n'y a plus la division travail-loisir. Il y a simplement la commune qui reproduit les conditions de reproduction du vivre ensemble dans le cadre d'une activité qui n'est ni du travail ni du loisir, qui est la reproduction du vivre ensemble commun. Donc il est évident, alors je renvoie à vos auditeurs à tous les travaux qu'avait fait Pierre Classe ou Marshall Saling sur la temporalité disponible. Savoir que, par exemple, dans une communauté aborigène, par jour, on avait une activité de production de 2 heures et qu'on était dans l'abondance. Donc, évidemment, on était dans l'abondance. Est-ce que demain, dans le cadre de communes cosmiques qui vont retrouver la nature, qui vont retrouver les paysages, qui vont retrouver la beauté des forêts, qui vont retrouver le sens du gustatif, la vraie cuisine, les vrais produits, on aura besoin de robots. Chaque commune décidera bien évidemment de la manière dont elle s'organise. Mais il y aura une centralisation mondiale des logiques,
Et il y aura bien évidemment, si les machines, dans le cadre de l'Ophéboun, sont réutilisables d'un point de vue humain, il est évident qu'elles le seront, parce que contre le fétichisme de la marchandise, on ne va pas produire un fétichisme paranoïaque de l'anti-marchandise. Tout ce qui vient du capital, à la poubelle. D'abord, ça ne vient pas du capital, ça vient du travail humain exploité par le capital, c'est valorisé par le capital, mais il y a des choses, des relations qui sont réutilisables. Et je dis souvent que dans le cadre d'une commune mondiale universalisée, il y aura nécessité pour, non pas gagner du temps, puisqu'il n'y aura plus de temps et il n'y aura plus d'argent, mais pour organiser les commodités, utiliser l'informatique, pour savoir par exemple si ceci ici correspond à cela là. J'ai parfois des contacts très culinaires qui adorent le bien manger et qui me disent, bon, dans le communisme de demain, il y a des zones où on ne pourra pas faire du très bon vin parce que les vrais cépages nécessitent à la fois des termes climatiques, des termes de sol, et pourtant il y aura des gens dans ces communes-là, sur ces territoires-là, qui auront peut-être envie de boire un bon vin. Donc est-ce que l'acte de mise en relation de la commune qui produit ce vin avec une commune qui n'en produit pas sera possible autrement que par pigeon voyageur? Oui, certes, on pourra donc peut-être utiliser dans l'Ophéboun l'informatique, non plus de manière aliénatoire, mais de manière émancipatrice. Mais c'est un détail, parce que ce qui est le décisif, c'est le rapport social de la communauté. À partir du moment où l'automouvement de l'humain va mettre en marche la communauté et la communisation, tous les problèmes qui découlaient d'autre chose vont être absorbés là-dedans et être résolus par cela. Donc les gens, dans la marche de leur vie, vont se réapproprier plein de choses en les faisant fonctionner autrement, non plus sur le besoin solvable, mais sur le besoin humain.